Vous connaissez tous le thème de cette dernière table ronde avant la pause du déjeuner. Comment créer, comment partager, comment rendre pérenne un imaginaire européen. Je vais vous présenter les participants qui sont des artistes ou des acteurs proéminents de la vie culturelle française et européenne. À ma droite, une artiste slovène, Jasmin Sibic. Elle est membre de 40 Under 40. Elle représente en ce moment même la Slovénie à la Biennale de Venise 2013. Je crois qu'Yann Thomas, qui s'y est rendu, a pu voir le pavillon slovène. Et Jasmin Sibic a intitulé son installation multimédia à Venise « For Our Economy and Culture ». Donc elle interroge évidemment l'identité nationale slovène a fortiori, mais bien sûr européenne par extension. Bonjour plutôt Jasmin Sibic. À côté d'elle, Jérôme Clément. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter Jérôme Clément, à l'heure actuelle directeur du Théâtre du Châtelet. Quelle chance, on va venir vous voir bientôt. Ancien directeur du CNC, ancien directeur d'Arte. Il est à l'origine, on peut le dire quand même, d'Arte avec François Mitterrand et Helmut Kohl, deux camarades de jeu, à l'origine de cette aventure absolument unique, ce prototype de télévision franco-allemande et européenne. Vous êtes d'accord, Jérôme Clément? Oui, il est toujours d'accord. À côté de lui, Paolo Branco, producteur de films, portugais, basé à Paris, mais beaucoup aussi au Portugal. Il a produit tout Manuel de Oliveira, Raoul Ruiz, mais aussi des films de André Téchiné, Werner Schroeter, Wim Wenders, Sharunas Bartas. Voilà, c'est véritablement, je pense, l'incarnation du producteur de cinéma européen. À côté de lui, Yann Thomas, artiste contemporain, prof à la Sorbonne, légèrement illuminé. Il dirige l'équipe de recherche CNRS Art et Flux. Il est président à vie de Ouest Lumière, l'entreprise numéro 1 mondiale de production et de distribution d'énergie artistique. Je trouve ça assez merveilleux. Et vous allez sans doute nous expliquer en quoi ça consiste tout à l'heure, Yann Thomas. Et puis, nous devions avoir à côté de nous Dario Argento, scénariste, réalisateur italien. Ça fait 35 ans qu'il fait des films épouvantable, absolument incroyable. Il donne dans le surnaturel avec Suspiria. Il a inventé le giallo, une sorte de série B bourrée de sexe et de meurtre. Il ne peut pas être avec nous, mais il a envoyé une petite vidéo d'Italie. Et je pense qu'on va démarrer, ou plutôt on va voir cette vidéo à titre de petit prologue avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc si Dario Argento peut être envoyé et broadcasté partout grâce à Internet, on le regarde et on se retrouve juste après. Je m'excuse vraiment avec toutes les personnes qui m'attendaient à Paris, mais je dois rester à Rome pour des choses importantes personnelles. Mais aussi, je m'excuse parce que peut-être que mon speech sera un peu trop pessimiste sur le système audiovisuel européen. J'ai fait du cinéma et j'ai fait du cinéma en Italie. Alors, je pensais de parler plus du cinéma italien. Il y a des grands problèmes dans le cinéma italien. Pour la première chose, en Italie sont disparus les producteurs privés. Et alors, ça c'est une chose incroyable. Puis, ils ont beaucoup raréfié aussi les distributeurs. Et les distributeurs de cinéma, la plupart achètent des cinémas du film à l'étranger, au festival, au grand festival, en les voyant dans les maisons américaines. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils coûtent moins cher, et parce que sinon, si on doit prendre un film italien, il faut aussi participer à la production, et coûte beaucoup cher. Et puis, les films, on achète les films déjà faits, et alors on peut savoir avant si le film c'est bien pour le marché italien ou non. Et ça, c'est un autre problème terrible. J'ai considéré pour faire quelque chose, de constituer en Italie des coopératives de travail financées par l'État. Aussi, que le financement arrive en plus au cinéma
comme ça passe en Italie pour l'opéra et le théâtre. Encore, je conseillerais de faire des coproductions quadripartites avec les 4 pays qui ont plus de tradition cinématographique, comme la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ça parce que aussi le film, il sera, si est quadripartite, coproduit par 4 pays, il sera distribué au moins dans ces 4 pays. Que normalement, un film italien, il va distribuer seulement en Italie et puis disparaître dans tous les autres pays. Et ça, c'est important pour ces choses. Et puis aussi parce que le film il perdra un peu de sa provincialité et il aura un élan un peu plus international qui sera très important pour le film. Pour ceux qui regardent la télévision italienne et les fiction en particulier, moi, étant que moi je suis metteur en scène, c'est les choses qui me regardent plus. Les fictions italiennes, on les fait plutôt pour des histoires des héros, des pères de la patrie, des personnages comme ça, comme des personnages historiques. Et encore plus des mélos au miel, qui ils ne sont vraiment rien, ils sont rien pour personne. Les autres choses, ils vont acheter par la télévision américaine qui font des programmes assez intéressants. J'espère que ces choses, ils vont changer un peu, parce que sinon, ce sera vraiment la catastrophe pour le cinéma italien. Et si le cinéma italien va très mal, c'est aussi toute l'Europe qui va un peu plus mal. Alors, Dario Argento est pessimiste. On aimerait savoir le nom de son chien qui aboyait en arrière-plan. Mais ce n'est pas un cabot, mais on serait intéressé. On le saura peut-être l'année prochaine. Vous aurez noté d'ailleurs que pour lui, l'imaginaire européen se circonscrit au cinéma qu'il pratique, qu'il aime, qu'il regarde, qu'il défend. Donc le cinéma italien, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Paolo Branco. Et puis peut-être aussi, à propos de cet imaginaire européen, qu'est-ce que c'est ou que pourrait être le grand récit européen? Est-ce qu'il y en a un? On verra peut-être ça avec vous, Jérôme Clément. Je voudrais juste préciser aux gens qui nous regardent grâce à Internet qu'ils peuvent poser des questions auxquelles les participants à cette table ronde répondront tout à l'heure. Et par tweet, vous tweetez avec le hashtag EuropaNova des questions en 140 signes, courtes. Ne soyez pas timides. Et par téléphone, par SMS, 31 035, vous tapez EuropaNova et vous posez votre question. Alors, oui, comment on crée, comment on partage un imaginaire européen? On ne va pas remonter aux Lumières, il y a 2 siècles et demi, où Voltaire avait son rond de serviette chez Frédéric II de Prusse, où l'Europe de l'art et de la culture circulait, était partagée. Il semblerait aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est foisonnante, cette Europe culturelle, qu'il est foisonnant, cet imaginaire, mais fragilisé, alors peut-être par ou à cause de la domination linguistique de l'anglais. D'ailleurs, est-ce que cette domination, cette langue anglaise est en contradiction avec cet imaginaire européen, avec cette culture européenne? C'est une question, ce sera une question. Il y a bien sûr des difficultés économiques, structurelles, profondes en Europe qui font que les politiques culturelles sont reléguées au rang d'aumônes, et ceux qui exigent qu'il y ait une vision politique culturelle européenne ont l'air d'être des illuminés à qui on demande de reconnaître les vraies priorités. C'est un problème, bien sûr. Il y a un cloisonnement des productions, on pourra peut-être l'évoquer, la mondialisation des médias qui sont eux-mêmes cloisonnés. Arte, de ce point de vue, est une sorte de merveilleux prototype, mais une chaîne ne peut pas faire une politique culturelle européenne. Voilà, alors on a le sentiment, et peut-être que Jérôme Clément va vouloir démarrer sur cette question, qu'il y a, oui, un imaginaire européen, oui, il y a une culture européenne, mais pas forcément de politique culturelle européenne, et c'est peut-être un des problèmes auxquels il faut réfléchir. Jérôme Clément. Oui, pardonnez-moi parce que j'ai un problème de voix ce matin, je suis un peu perdu ma voix et ma facilité à parler. Sur la question, d'abord je voudrais revenir sur la question de l'imaginaire européen. Je ne pense pas qu'il y ait
un imaginaire européen, il y a des imaginaires nationaux, parce que les codes de chaque pays, l'histoire de chaque pays, la langue de chaque pays, créent une culture propre à chaque pays. Sur Arte, puisque je m'en suis occupé pendant très longtemps, on n'a jamais trouvé d'imaginaire franco-allemand. Le problème n'était pas d'avoir un imaginaire franco-allemand, le problème était d'avoir un imaginaire français et un imaginaire allemand qui se rencontrent et qui, en se croisant, permettent d'avoir des échanges et une richesse de relations, de mieux se connaître et d'arriver à garder son identité propre tout en connaissant mieux celle de l'autre. Alors, donc, est-ce qu'il y a un imaginaire européen ? Pour moi, il y a des imaginaires nationaux. Ils peuvent être d'ailleurs aussi régionaux, bien entendu. Ils ont parfois une force très très grande. Je pense à la Bavière en Allemagne, je pense à la Bretagne en France, etc. Mais évidemment, il y a un fond commun à tous ces pays. C'est évidemment l'histoire. On en a parlé rapidement, l'histoire de ces échanges, l'histoire de toutes ces guerres aussi, qui ont fait que les invasions des uns chez les autres ont créé finalement des liens extrêmement étroits. La circulation des hommes, la circulation des artistes, la circulation des universitaires aussi, au moment où l'Europe était partagée en grandes universités qui s'échangeaient beaucoup. Tout ça a créé un fond commun. Un fond commun fait qu'aujourd'hui quand même d'une mosaïque de langues et d'une mosaïque de cultures qui se connaissent bien, qui échangent beaucoup et qui est aujourd'hui très vivant. C'est-à-dire que je m'inscris aussi un peu en faux sur l'idée que tout cela a disparu à cause de l'apparition de l'anglais. Je pense que on voyait hier ici le Premier ministre letton. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup moins bien les Lettons parce qu'ils étaient très marginaux sur le plan géographique et aussi historique à cause de la coupure avec l'Union soviétique. Mais malgré tout, il y a une culture lettonne qui est très vivante. Il y a des films qui se font, il y a des écrivains qui viennent d'ailleurs dans d'autres pays. Et tout cela a une vraie réalité. Les questions qui se posent, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Elles sont d'un autre ordre. Elles sont de voir comment on peut effectivement, je crois donc, comment on peut arriver à accroître les échanges, à faire que cette richesse multiple soit plus forte à une époque où elle est en grande rivalité avec les autres cultures régionales et les grands ensembles régionaux que sont les États-Unis, la Chine, etc. Et ça pose la question des industries culturelles et aussi la question de la façon dont on réagit politiquement à cette affaire. Mais sur le terreau en lui-même, cette diversité, cette multiplicité, elle existe, elle est vivante et elle n'est pas homogène, et tant mieux. Paolo Branco, la diversité, c'est quelque chose que vous connaissez. Ça fait 30 ans que vous produisez des cinéastes, des hommes, des femmes de tout pays européen, de toute génération d'ailleurs. D'abord juste, est-ce que vous partagez, est-ce que vous comprenez le pessimisme de Dario Argento tel qu'il l'a exprimé dans la petite vidéo qu'on a vue, et puis accroître les échanges tout en allant dans le sens de permettre à cette diversité d'être toujours aussi vivace et ardente. Quelles sont vos préconisations et vos inquiétudes ? Bon, ce que Dario Argento dit, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas simplement l'Italie que ça se passe ça. Bon, moi, je suis absolument d'accord avec Jérôme Clément qui dit que pour moi aussi, il n'y a pas imaginaire européen. Ça n'existe pas. Je pense que chaque pays, chaque peuple, même plus que ça, a son imaginaire, qui a sa culture, qui se construit autrement. Parfois, malheureusement, parfois contre les autres, parfois en mettant en avant ce qu'ils ont de plus intéressant. Si vous voulez, c'est vrai que l'Europe, la seule chose qui existe, c'est une Europe politique et financière, de plus en plus. Si vous voulez, c'est les intérêts financiers et politiques qui font exister une Europe dont chacun la voit comme il veut, dans ses intérêts. Il suffit de voir un peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, voir un peu quelles sont les conséquences sur les pays du Sud, voir un peu des choses absolument terrifiantes, comme écouter un ministre de l'Intérieur français dire qu'il y a une partie de la population européenne ne peut pas être intégrée et que personne ne réagit, et 90% des gens français sont d'accord là-dessus. Je trouve ça, comment on peut parler de l'Europe quand il y a un discours qui nous fait revenir, si vous voulez, à un passé qu'on essaye tous qu'il ne revienne pas.
Or, c'est ça qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. C'est une espèce d'égoïsme national, de regarder de plus en plus des pays à l'intérieur de ses propres frontières. Et ça se passe aussi, évidemment, avec la conséquence au niveau de la production artistique, la production culturelle et surtout la circulation des œuvres. De plus en plus, les pays renforcent les dispositifs pour permettre quelques-uns, comme en France par exemple, que par exemple dans le cinéma, c'est ce que je suis plus directement intéressé, plus d'une certaine façon que sa production puisse résister, et d'autre part, tout ce qui se passe autour de l'Europe ne les intéresse plus. Il faut dire une chose, 80% au plus des films qui sont produits aux États-Unis trouvent le marché européen dans tous les pays. En France, par exemple, c'est quand même une exception en Europe. Combien de pourcentage des films non français européens sont visibles? Et même si c'est l'exception, parce que si on va dans les autres pays, donc c'est encore pire. Donc vous voyez, il n'y a aucune si vous voulez, espèce de volonté de circulation des œuvres. Ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de refus de connaître l'imaginaire des autres. C'est ça qui est plus grave. Ce n'est pas la circulation. La circulation, ce qu'il traite, c'est connaître l'autre. C'est connaître le point de vue des autres, savoir comment ils vivent, comment ils partagent, si vous voulez, comment ils sont prêts, au fond, d'une certaine façon, à faire partie de ce monde. Or, c'est ce refus-là qui c'est absolument terrifiant. Et ça, on parle de ça depuis 30 ans. La situation est exactement pareille, en même pire. Et si vous voulez, moi, je suis confrontant dans mon activité à, d'une certaine façon, vivre et essayer de faire exister, si vous voulez, les films que je peux produire dans les marges des systèmes et qui puissent être vus peu à peu dans chaque pays. Mais vous voyez un peu, même si on parle de Manuel de Oliveira, tu en parles de Raoul Ruiz, combien de pays de l'Europe ont eu accès aux films de Manuel de Oliveira d'une façon normale, une façon qui ne soit pas à travers des petits niches ou des ciné-clubs ou des petites choses. Combien de télévisions européennes ont passé des films de Manuel de Oliveira? Combien d'années, par exemple, et je donne l'exemple, si vous voulez, même des cinéastes très fameux, Almodovar a eu besoin pour arriver sur une chaîne française. Plus de 20 ans. Donc c'est pour un peu comprendre que même dans un pays particulier, qui d'une certaine façon a un regard quand même beaucoup plus ouvert que les autres en Europe, ces difficultés, ça existe. Or, évidemment en Italie, évidemment au Portugal, évidemment en Espagne, évidemment même en Suède, combien de films européens passent ou sortent dans les écrans suédois ou norvégiens? Donc, si vous voulez, de plus en plus, l'Europe se déconstruit et ne se construit pas. Parce que ce n'est pas simplement l'économie et les finances qui peuvent faire avancer une espèce d'unité qu'au fond, personne ne veut. Eh bien, voilà, pour mettre un clou de plus dans le cercueil, on ne va pas rester sur cette note de lucidité, terrible lucidité sur les crispations aux frontières, sur l'indifférence, sur l'égoïsme et sur la difficulté à faire circuler les œuvres et le temps de latence. Yann Thomas, est-ce que vous êtes aussi dans votre périmètre d'activité, à la fois enseignant, artiste, est-ce que vous partagez ce pessimisme, cette mélancolie sur l'Europe? Alors, d'un certain point de vue, évidemment, effectivement, oui, c'est-à-dire qu'il y a une perte des imaginaires qui est évidente, mais je pense que ce que nous devons concevoir aussi, c'est de réapprendre ce que sont les imaginaires. Et je trouve que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que nous sommes reliés, nos imaginaires sont reliés. Je vous cite Édouard Glissant en passant, l'imaginaire de mon lieu est relié à la réalité imaginable des lieux du monde, et tout inversement.
la puissance des imaginaires et d'utopie en chaque jour. C'est-à-dire donc que la liaison ne peut pas exister de manière spontanée, elle se cultive, elle se vit, elle est faite d'expériences. Comment elle se cultive ? Comment se cultive-t-elle ? Oui. C'est simplement l'effet de Joule, pour un petit clin d'œil à un ami mathématicien ici présent. Donc c'est-à-dire c'est l'échauffement des corps, l'échauffement des esprits. C'est la façon dont finalement on pourrait mettre en œuvre des forces qui sont en nous, mais que nous n'acceptons pas de voir, ou en tout cas de permettre d'émerger. Et cette idée d'émergence de cette énergie, là je vois que vous avez mis justement très justement l'ampoule électrique au centre du drapeau européen, c'est l'idée que la convergence de l'énergie puisse être possible. Et comment aboutir à une condition de possibilité de l'émergence de cette énergie ? Eh bien, il faut réussir à mettre en relation les corps. Alors, et les esprits, évidemment. Donc pour cela, l'art est une voie, le cinéma, par exemple, en est une. Quand on fait un film, d'ailleurs, on le fait beaucoup plus aussi à travers un acte collectif. On vit c'est le travail d'une équipe. On est aussi reliés les uns les autres. Et donc on fait émerger une pensée créatrice, une pensée anticipatrice qui va finalement mettre en œuvre quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pareil dans l'art contemporain, excepté dans ce domaine de l'art contemporain où j'évolue, comme ma collègue là-bas. Donc l'idée, c'est ce lien. Sauf que dans l'art contemporain, et on le voit très bien à travers le marché de l'art contemporain aujourd'hui incarné par la FIAC à Paris, le problème, c'est que c'est quand même un acte ethnocentré. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi dans un rapport au marché de l'art pour le marché de l'art. Et donc on est toujours dans cette espèce de regard ethnocentré qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en lien avec les imaginables et donc avec les imaginaires. Et donc ce que l'on peut aussi envisager, c'est que la dimension plurielle qui est en nous puisse s'exprimer au-delà des champs dans lesquels nous nous situons. C'est pour cela que lorsque vous me posez la question du lien entre l'art et l'imaginaire, eh bien, moi je pense que la relation qui s'établit entre la perception que je transmets en tant qu'artiste doit aussi s'incarner dans une posture qui est autre que simplement celle esthétique des images, des productions artistiques en tant que telles. C'est une posture également. Et c'est pour cela qu'en tant qu'artiste, j'ai décidé depuis plus de 20 ans maintenant d'avoir également une activité à l'université, de développer une relation avec l'éducation, parce que l'éducation, c'est un moyen de transmission, de transmettre l'énergie mutuelle, cette énergie mutuelle dont parlait Nikola Tesla, ou le magnétisme animal également, dont parlait Mesmer, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle. Il y a cette idée, en tout cas, de transmission qui ne se passe pas uniquement à travers des textes que l'on donne, des livres comme ça aux étudiants, mais on leur fait vivre une expérience. Donc le volet de ma position en tant qu'artiste à l'université m'a amené à concevoir, et c'est pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui, une relation au monde qui n'est pas ethnocentrée et univoque. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec l'ONU, je représente la Sorbonne à l'ONU. Je travaille avec beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui sont investis dans les circuits de modélisation. Il y a près de 400 étudiants, rien qu'à Paris 1, qui sont mobilisés dans différentes commissions qui concernent le devenir du monde. Ces étudiants, lorsque vous leur posez la question de savoir pourquoi ils sont là, ils sont très clairement là parce que non seulement pour eux, il y a urgence d'être là, mais tout simplement parce qu'ils sont conscients de leur potentialité. Et c'est cette conscience de nos propres potentialités qu'il est nécessaire aujourd'hui de réveiller et d'éveiller. Et donc c'est pour ça que lorsque vous mettez en intitulé de cette table ronde « Comment créer et partager un imaginaire artistique commun, européen », eh bien c'est vraiment l'idée de la création. La création en tant que telle, elle est encore en devenir. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas pour l'instant manifestée
concrètement parce qu'elle n'a pas été sollicitée par tous les canaux qui étaient en nos capacités. Je vais donner un exemple pour être un peu imagé. Je crois qu'il y a des images qui étaient un petit peu présentes dans vos machines. Mais bon, j'ai réalisé une œuvre il y a 2 ans pour les Journées européennes de la culture. Et cette œuvre, elle m'a été commandée par le président du Grand Palais à cette époque, qui m'a dit, écoutez, je vous donne carte blanche pour réaliser une œuvre, c'est dans 1 mois et demi, vous avez toute la nef du Grand Palais, ça sera les Journées européennes du patrimoine, et la thématique, ça sera le voyage du patrimoine. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, moi, vous me laissez carte blanche, ok, il n'y a pas de budget, on va en trouver, ok, donc en 1 mois et demi, on a réussi à trouver un budget conséquent. Mais tout ça pourquoi ? Parce que dès le début, nous avons réussi à mobiliser autour d'une idée force. Et cette idée force, c'était l'idée du voyage, non pas un voyage du patrimoine qui était ethnocentré sur le Grand Palais, mais un voyage qui se déroulait aux antipodes. Et je fais écho à une intervention de la table ronde précédente. Cette œuvre s'appelait Dynamo Fukushima. Et donc, en fait, je suis allé voir l'ambassade du Japon, les associations japonaises. Je leur ai demandé s'ils voulaient rentrer dans cette aventure, s'ils étaient prêts à m'accompagner. Et nous avons fait pédaler pendant 2 jours 24 000 personnes pour les Journées européennes du patrimoine. Et ces personnes n'ont pas pédalé pour elles-mêmes, ou ni même pour vivre une expérience artistique dans un monde lié à l'art contemporain, qui finalement les plongerait dans une expérience seulement fermée. Mais l'idée, c'était qu'on était en connexion en permanence et qu'on envoyait toutes les demi-heures des EA, des unités d'énergie artistique que nous produisions communément. Et donc, nous étions liés par des cercles de vélos qui étaient en relation, et la charge d'énergie qui était accumulée permettait d'une prise de conscience collective. Autour de cette, je termine, autour de cette réunion de personnalités qui pédalaient ensemble, eh bien, il y avait les associations japonaises. Et les associations japonaises vendaient des produits dérivés. Ces produits dérivés, eh bien, étaient accumulés, donc étaient vendus, et l'argent était accumulé par les associations japonaises et ensuite envoyé pour acheter des fruits dans l'ouest du Japon, notamment des pommes, qui ont une molécule qui permet de faire régresser le césium-137. Et donc ces pommes ont été dispersées et données donc, aux enfants de Fukushima, parce que seuls les enfants peuvent, malheureusement les adultes c'est fini, c'est pas possible, mais les enfants peuvent il peut y avoir une régression du césium grâce à certaines molécules. Donc l'idée, c'était vraiment cette chaîne économique de l'imaginaire vous voyez, de l'imaginaire à l'économique. Et donc j'en appelle à travers cet exemple à nos capacités extra-professionnelles. C'est-à-dire donc vous êtes toutes et tous... De citoyenneté. Voilà, de citoyenneté. Vous êtes toutes et tous empreints d'énergie. Vous êtes tous et tous issus de différentes histoires, de différentes trajectoires. Mais les imaginaires qui sont en vous permettraient de délivrer d'autres messages et notamment de développer des forces que vous ne connaissez pas vous-même. Et donc l'art, dans ce sens-là, n'est pas uniquement dédié au musée, ni au lieu d'exposition, mais il en appelle, par l'expérience commune et par cet échauffement mutuel, eh bien, en tout cas la délivrance de nos capacités. Je vous propose de vous échauffer et de l'applaudir. Non, oui, quand même, oui. Artistes citoyens du monde. On évoquait, avant de venir à vous, Yasmine Sibic, juste Jérôme Clément, on évoquait la circulation des œuvres, et Paolo Branco dressait, de son point de vue de producteur donc, d'un cinéma européen, un constat quand même, encore une fois, très désabusé sur frontières, crispation, difficulté à faire circuler et nécessité du coup de travailler dans les marges, ce qui bloque pour les citoyens européens la vision d'œuvres qui pourraient les nourrir et voilà, et ensemencer ce qu'il y a à ensemencer en eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire qu'il faut distinguer les artistes, le marché, le public et la politique. Oui, bah allez-y. Les artistes, moi je crois tout à fait qu'il y a autant d'artistes de talent et de qualité, de créateurs qu'il y en avait autrefois. Quand on prend par exemple le marché de l'art, on parlait de la FIAC tout à l'heure à l'instant, les peintres français, les artistes français, les plasticiens sont aussi talentueux que la plupart de leurs homologues dans d'autres pays.
Simplement, le marché de l'art aujourd'hui, dominé sur le plan économique, non seulement par les États-Unis, mais maintenant aussi par la Chine, fait que c'est vers les artistes de ces pays, soutenus par un puissant courant économique, que se dirigent les acheteurs. Donc le public est guidé, pour les grands artistes mondiaux, vers l'argent là où il est et vers la puissance économique dominante. Et c'est la même chose dans le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma américain a une telle puissance de soutien par les distributeurs, par les producteurs et par les circuits, plus la langue évidemment, qu'il écrase les autres. C'est pas pour autant que les autres n'existent pas. Et c'est là où intervient évidemment la politique, parce que le rôle des politiques est de réguler et d'empêcher que le marché soit totalement dominé par les pays dominants économiquement, de façon à ce que tous les marginaux puissent avoir accès au public. Parce que s'il n'y a pas cette régulation, et là je pense qu'on en parlera tout à l'heure, je peux en dire un petit mot maintenant pour amorcer le débat, il faut constater une carence absolue au niveau européen des politiques qui ont été menées dans ce domaine. C'est absolument désastreux. D'ailleurs, enfin désastreux, c'est désolant de voir que la Commission européenne, et que en général depuis que l'Union européenne existe, la politique culturelle a quasiment été absente des préoccupations des dirigeants européens. Et cette carence terrible qui fait qu'on aboutit à ce que Barroso récemment nie même le concept d'exception culturelle et veuille que dans les négociations avec les Américains, négociations transatlantiques, on inclut la culture comme une marchandise comme les autres, montre à quel point cette préoccupation est absente des cerveaux des responsables européens, qui ne pensent toujours qu'en termes financiers, qu'en termes économiques, et évidemment la régulation des marchés financiers est importante, mais enfin, quand même, la beauté, l'art, les artistes, la création, c'est essentiel à la vie. Et je ne comprends pas comment on peut d'un côté dire on veut faire une Europe différente, faire une Europe qui soit dans une autre perspective. Y compris une Europe humaniste. Et une Europe humaniste. Et ça a été dit hier par beaucoup en disant l'Europe c'est quand même formidable, etc. Et que les dirigeants européens soient totalement obsédés par la régulation bancaire et ne parlent que ce langage-là. Et soient incapables de penser autre chose. Alors que l'aspiration justement des peuples européens, elle est complètement différente. Les citoyens européens ont une responsabilité et ont une possibilité de levier sur lequel agir. D'abord, ils ont une possibilité. D'abord, ils ont des aspirations. Quand on voit justement que les musées, les cinémas, malgré ce que dit Paolo, et beaucoup de lieux culturels sont extrêmement fréquentés, on va avec ses pieds quand même fréquenter quelque chose qui vous fait du bien. On parlait hier du bien-être européen. Le bien-être européen, c'est aussi sa culture, dans sa diversité. Et donc, il faut aider à ce que cette culture existe. Il faut aider à ce que les créateurs créent. Il faut aider à ce que les artistes, les cinéastes, les poètes, les danseurs puissent avoir des lieux pour s'exprimer. Et ceci suppose des règles, suppose des financements, suppose une volonté politique. Cette volonté politique, aujourd'hui, elle est totalement absente du débat politique, non seulement européen d'ailleurs, mais on pourrait presque dire aussi national, ce qui est tout à fait catastrophique. Parce que si on n'a pas cette aspiration-là, je ne vois pas comment on peut idéologiquement et intellectuellement lutter contre la pression des marchés financiers. Il faut avoir un autre modèle en tête, qui passe évidemment par du qualitatif et non pas du quantitatif, par du temps et non pas de l'immédiateté, par de la réflexion et non pas de la spéculation. Et tout ça, ça a un sens. Ça a un sens quand on veut définir un modèle européen. Et évidemment, le public, par ses votes, par ses choix, par la pression de ses membres, peut agir. Je dirais que c'est tout à fait essentiel qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, évidemment, on risque de retomber non seulement dans la domination dont je parlais à l'instant, celle de la spéculation financière, mais aussi de la xénophobie, du repli sur soi, de l'identité nationale et du racisme qui menacent quand même tous nos pays. On parlait hier, Enrico Letta disait à juste titre, l'Europe des peuples contre l'Europe du populisme, mais l'Europe des peuples, elle passe par la culture. Yasmina Sibic, vous allez intervenir en anglais, qui n'est pas votre langue natale, puisque vous êtes slovène. You're going to do an intervention in English, even though your mother language is Slovenian. It's Slovenian, yes. So we're listening to you.
Thank you very much. There's a Merci video I beaucoup. would like to play Il y a for une you. vidéo que je souhaitais vous montrer. Um, J'espère que cela Je va pense que ça va fonctionner. arriver, il y a des éléments vidéo, ce sera juste des images sans le son et vous allez parler sur les images. Thank you. I'm an artist. And Alors, je as suis a artiste freelance et tant artist, I qu'artiste represent freelance, 1 to 2% je représente of the 1 funding that ou gets 2% down at the bottom du of the financement ladder of institutional public qui funding. réussit à descendre jusqu'à ce niveau de création. Alors, je vais revenir à ce qu'il a été dit concernant l'importance du financement national d'État et le financement européen et les politiques européennes en la matière. Donc, une question dont il est souvent question, une question vitale, ce n'est pas seulement celle de la distribution des œuvres, mais également la sélection des œuvres qui sont exposées aux spectateurs. Et c'est essentiel parce que si l'on parle du financement gouvernemental, une telle sélection se fait souvent au profit de la représentation de l'État. Et donc ici, vous voyez une vidéo. Il s'agit d'une performance qui s'appelle Notre économie et la culture. Et ces deux performances sont des performances de deux danseurs dans une galerie. Donc dans la première partie de la vidéo, il s'agit des danseurs qui accrochent au mur la collection d'art national qui est exposée au Parlement, qui est une des seules dans notre pays. Et il s'agit là des œuvres les plus inoffensives pour les politiques. Donc, concernant l'instrumentalisation de l'art, il faut qu'on fasse bien la différence entre ces deux systèmes. Il y a d'un côté le système privé, le secteur privé avec ses partenariats publics-privés qui aujourd'hui définit le marché de l'art, qui a tendance à exclure toute œuvre critique, toute œuvre qui dérange, qui ne représente pas sous la bonne lumière la représentation nationale. Alors le problème pour les artistes aujourd'hui, c'est que le financement européen, qui aujourd'hui remplace le financement national qui s'est réduit à peau de chagrin en raison de la crise, eh bien, l'art est utilisé comme une illustration d'une idée. Et donc, grâce à la Cité européenne de la culture ou la présidence européenne qui s'associe souvent à des artistes, par exemple, les Jeux olympiques artistiques de Londres sont des différents exemples de cette récupération des œuvres. Et il s'agit de superstructures qui canalisent la création artistique contemporaine et évidemment choisit qu'une sorte d'expression artistique. Et cela pose la question de la lutte contre ou l'idée de cette association de l'art avec la mise en scène de la nation. Et cette relation entre la production culturelle et la mise en scène officielle de la nation a toujours été une relation angoissée. La mise en scène de la nation a pour objectif de créer un mythe et de promouvoir une image d'un pays, mais en même temps, il s'agit d'un processus de dépolitisation en enlevant le contexte social et historique de l'œuvre, en créant ainsi des images mythiques très stéréotypées comme le Britpop ou Cool Britannia. Il s'agit de quelques mythes culturels ou de pratiques artistiques qui sont utilisées comme un substitut d'exotisme géopolitique. Alors, du point de vue de l'ouvrier culturel, artiste, musicien, commissaire, dramaturge, ce pouvoir d'influence, cette mise en scène de la nation est un mot tabou. Il s'agit d'un mot sale, synonyme de l'instrumentalisation de la culture au service de fins politiques sinistres. Alors, pour les artistes perspicaces, adopter cette terminologie serait synonyme de participer, d'être complice à la création de ce mythe, complice de ce système dont ils peuvent être hautement critiques. Et de nombreux artistes souhaitent rester indépendants de ce système
quel que soit le pays d'où ils viennent. Il s'agit là donc d'une lutte contre ce système, ce super système qui a un impact sur la culture et la production artistique. Mais dans le même temps, l'artiste sait que ce pouvoir d'influence, c'est le jeu qu'il joue. Et à chaque fois que l'on demande un financement, à chaque fois qu'on signe un accord de mécénat, et surtout lorsque l'on a une occasion d'être exposé au niveau national, à chaque fois qu'on est représentant, dans quelque sens du terme que ce soit, nous jouons ce jeu. Donc aujourd'hui, la situation du financement de l'art contemporain en Europe est multiple, mais il y a un dénominateur commun à ces systèmes de financement, c'est celui de l'art instrumentalisé. Et c'est tout particulièrement le cas pour l'identité nationale et européenne, quand l'art est utilisé comme un outil de croissance économique. Et c'est également le résultat de partenariats privés et publics. C'est le cas de FIAC, au Freeze Art à Londres. Eh bien, il s'agit d'institutions, grandes institutions qui financent ces soi-disant événements en marge. Et donc, il s'agit là de stratégies qui sont imposées par ce financement. Donc, pour conclure, avec une suggestion peut-être un peu plus positive et optimiste, je pense que le financement européen doit être considéré comme essentiel à la création artistique et doit aujourd'hui conquérir le terrain qui a été laissé en friche par les politiques nationales qui se sont retirées. Et c'est le seul moyen d'éviter la polarisation de l'art entre, d'un côté, l'art critique qui en est réduit au militantisme et ne jouit pas de la visibilité de l'art officiel. Ceux parmi vous qui ne parlent pas anglais couramment ont quand même saisi l'essentiel de sa pensée. On reviendra peut-être sur les artistes instrumentalisés et en tout cas la nécessité... Vous voulez réagir, Paolo Branco? Non. À des questions. Néanmoins, je voulais dire simplement, si on a parlé, si j'ai pu comprendre, des fonds européens, oui. Je dis simplement quelque chose que... déjà, le pourcentage pour la culture a été dit pour les productions artistiques qui est consacré en Europe est absolument ridicule. D'autre part, comment il est utilisé, c'est encore plus ridicule. Ça veut dire la façon comme ils utilisent, quelles sont les règles, comment nous sont imposées un certain nombre de règles, c'est vraiment pour tuer tout l'imaginaire. C'est exactement le contraire. Ça veut dire c'est normalement les règles qui sont impliquées, vient au succès commercial. Et qu'au succès commercial, et donc de plus en plus, tout ce qui est un peu plus inventif, vous savez quand même, surtout je vis aussi le cinéma comme une forme de production artistique, donc ça veut dire, si vous voulez, vraiment très souvent, c'est des grands films, très souvent ne sont pas découverts tout de suite, sont découverts avec le temps, parce que normalement ils sont en avance en rapport à ce qu'on fait d'habitude, à cette normalité. Mais les fonds sont absolument, la façon comme ils sont utilisés, c'est normalise, si vous voulez, la production cinématographique à la place de la faire diversifier. Mais déjà là, je me rappelle une chose, on dit peut-être l'Europe aurait dû être construite en termes pour la culture et pour l'art, elle n'a pas été construite, c'est exactement le contraire. Et les fonds sont ridicules, mais moi je viens un peu à une blague un peu que Godard un jour m'a dit personnellement, c'est que l'Europe au départ est née pour une union de l'acier et du charbon au niveau des années 50. En ce moment, il n'y a plus d'acier et charbon en Europe. Heureusement qu'elle n'est pas née pour la culture et pour les arts. Donc ça, c'est un peu une blague. La façon comment, si vous voulez, en même temps, l'argent, quand il est utilisé d'une certaine façon, peut tuer aussi. Donc il y a une chose qui ne peut pas tuer, évidemment, c'est l'imaginaire des gens. C'est que, qu'on veuille ou non, si vous voulez, les créations artistiques, les articles, la production, même cinématographique, ça existerait toujours. Malheureusement, les gens qui peuvent partager cette richesse auront plus de difficultés de plus en plus. Et Paolo Branco, il faut plus de protectionnisme, il faut plus d'encadrement, il faut plus de régulation.
Non, il faut moins de règles peut-être. Au contraire, peut-être il faut faire beaucoup plus, si vous voulez, de confiance, si vous voulez, aux gens, beaucoup plus confiance à cette espèce de ce qui représente même en gros la création artistique, une espèce d'anarchisme, une espèce de, si tu veux, de quelque chose qui échappe à les règles. Au contraire, de moins en moins il faut ça. Il faut peut-être plus de réglementation dans diffusion des œuvres. Ça, c'est une autre chose. C'est quand même curieux que l'Europe, quand il y a eu, si vous voulez, on a voulu à un moment dans Télévision sans frontières que les télévisions publiques puissent garder au moins 50% de leur programmation de cinématographique puisse être pour des films européens et non américains. Cette espèce de législation n'a jamais passé. Même les pays européens n'ont pas voulu, d'une certaine façon, que leur télévision publique soit d'une certaine façon obligée à montrer, si vous voulez, l'imaginaire de ces pays voisins. C'est ça déjà. Quand au départ, si vous voulez, il y a eu ce point, donc c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Yann Thomas, vous voulez réagir? Oui, non, pour aller dans le droit fil de ce que vous venez ce que mon voisin vient de dire, je pense qu'il faut être en capacité de laisser aussi aux autres une charge de ce pouvoir qui aujourd'hui est en effet concentré dans plutôt des liaisons financières et de pouvoir pour donner la charge de cette énergie. Moi, je développe le concept d'énergie artistique, mais pour moi, c'est la métaphore de cette énergie que nous devons partager. Il faut aussi proposer aux personnes qu'elles puissent être créatrices d'idées, de nouveaux champs, qu'elles puissent incarner également la création en tant que telle. Ce n'est pas la création artistique telle que peut le concevoir un artiste, mais c'est en tout cas un champ de création tel que, par exemple, le concevait Joseph Beuys lorsqu'il propose aux gens de venir contribuer à planter des arbres et à partager une même expression, une même expérience. Et donc, il y a cette idée très présente chez le philosophe Marcel Mauss du don, donner, recevoir, mais redistribuer. C'est-à-dire donc la circulation en permanence de cette énergie. Alors, moi j'adhère aussi à ce que vous venez de dire par rapport à la démesure. C'est cette idée de l'imaginaire, les imaginaires, c'est la possibilité d'inscrire dans la mesure, on est tous soumis à des mesures, à des lois évidemment, à des régulations, mais de la démesure. Et si, comme Édouard Glissant pouvait le dire, la démesure de la démesure est en relation, est en capacité d'influer sur la mesure de la mesure, eh bien, il faut en passer par des réflexions où la mesure est influencée par la démesure et où la démesure va être en relation avec la mesure. Et donc, cette interrelation entre les mesures et les démesures est essentielle dans la création et ce que nous devenons nous-mêmes. Alors aujourd'hui, ce que nous deviendrons par l'Europe. Aujourd'hui, je dirige une équipe de recherche chez NRS qui a 3 axes de recherche. Le premier, c'est art, économie, sciences politiques. On est en train de travailler sur des modèles qui existent depuis 40 ans, plus de 40 ans. Ce sont des modèles dont les leaders sont européens, mais aussi américains, mais avec d'autres relations à l'art. C'est le modèle de l'artiste entrepreneur. L'artiste entrepreneur, ce n'est pas un entrepreneur dans le sens de l'entreprise uniquement capitalistique. C'est quelqu'un qui considère que créer une organisation et s'instituer dans une organisation, c'est aussi faire acte d'art et donc être en mesure de déployer ses capacités. Donc ce sont des caisses de résonance. Depuis les années 60, il y a différentes voies qui sont explorées. Donc on a observé beaucoup d'utopies en Europe sur ce rapport à l'entreprise. Itoy Corporation, Superflex, beaucoup d'artistes, le groupe R, l'Agence internationale de remplacement. Enfin, c'est tout un pan de l'art qui est méconnu parce que c'est un pan de l'art qui touche l'immatériel et en même temps touche d'autres niveaux que le monde de l'art. Le deuxième axe, c'est art et monde politique. L'importance de l'action de l'artiste
et de la création au sein même des instances politiques. Donc ça, c'est très très important. Il faut qu'il y ait une influence mutuelle entre mesures et démesures, et démesures et mesures. Et troisième axe, et c'est un axe qui est aussi défendu par la communauté européenne, évidemment l'Assemblée européenne, mais aussi par l'ONU, c'est le rapport entre art and care. Comment est-ce que l'art peut contribuer à élever le monde, le sauver, le soigner. Voilà, ça c'est très très important. Et je pense que là on touche la transcendance, dans le sens schlumpéterien du terme, hein, pour les économistes, et aussi dans un sens spirituel à la Kandinsky pour les artistes. Hein, on est dans une convergence d'énergie. Donc c'est ça aussi qu'il faut viser. Je suis très optimiste de nature, je suis très pessimiste aussi quand je vois certaines choses, mais je suis conscient de nos capacités, et c'est le lien qui nous unit qui peut faire changer la donne. Donc on est chacun en capacité de changer la donne. Je voudrais simplement ajouter une chose. Je ne suis pas du tout pessimiste, je suis réaliste, je continue à faire mon travail, à faire le mieux possible. Donc ce n'est pas du tout une question, c'est un constat d'une situation, simplement. Donc c'est tout. Donc on va continuer à exister de toute façon, on n'est pas... Si vous voulez, le travail continuera. Donc, c'est un réalisme, ce n'est pas un pessimisme. Bonne nouvelle dans le cas de Paolo Branco, producteur. L'heure tourne, il est 1h25. On va, dans un instant, prendre vos questions, à moins que Jérôme Clément, quant à la diffusion et peut-être au rôle des médias, ait quelque chose de très spécifique à ajouter. Ça viendra peut-être à travers une question, d'ailleurs. Vous avez un micro, Jérôme. Oui, pardon. C'est bien fait. Tout est bien organisé. Bravo, merci. Non, sur les médias, je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécifique à dire. Les médias sont le reflet de l'esprit du temps et donc ils ne font qu'amplifier un certain nombre de choses qui se disent dans la conversation générale, quoi, finalement, et pas toujours en bien. Simplement, là, il faut faire attention aussi à l'équilibre entre le service public et se poser la question des intérêts privés et commerciaux par rapport à l'intérêt général. C'est ça qu'il faut arriver à faire, et pour l'instant on ne le fait pas, mais en tout cas pas suffisamment, et c'est un problème absolument énorme aujourd'hui avec l'apparition du numérique, évidemment, et c'est un grand défi de l'Europe aujourd'hui, alors là pas seulement au niveau national, mais d'arriver à contrôler cette évolution qui sinon nous met entièrement entre les mains des grands serveurs, Yahoo, etc., et risque de faire disparaître la propriété intellectuelle et la capacité de création si elle n'est pas contrôlée, enserrée, si on ne fixe pas des règles qui permettent de s'appliquer non seulement à l'échelon national, mais à l'échelon au moins du continent. Donc là, il y a un chantier absolument énorme. Et naturellement, la grande bataille qu'il y a actuellement, elle vise ça par rapport aux États-Unis. Si on n'y arrive pas, là, il y a de grands dangers pour la création et pour la diffusion. Parce que le problème de la diffusion aujourd'hui, c'est plus les médias traditionnels, c'est évidemment le numérique. Or, à partir de là, on a un énorme défi devant nous qui ne peut être relevé qu'au niveau européen. J'aurais quelque chose à ajouter tout à l'heure, mais peut-être en conclusion. Oui, bon, absolument. Voilà, il est l'heure d'accueillir vos questions. Alors, il paraît... Oui, voilà, il y a des étudiants, et puis il n'y a pas que des étudiants qui ont des questions à poser. Bonjour. Je m'appelle Marilyn Ricci, je suis chanteuse lyrique, et j'avais une question pour vous, monsieur Jérôme Clément. On parlait de terreau culturel commun. Je pense que la musique classique est à l'image de ce terreau, il existe bien. Or, aujourd'hui, notamment en France, c'est très difficile de devenir artiste classique, que ce soit chanteur ou musicien, de par notamment la carence en termes de structure de professionnalisation, l'hypercentralisation avec l'existence d'un monopole de la structure du CNSM, comparé au système allemand qui propose une structure beaucoup plus variée et beaucoup plus démocratisée d'accès à la formation. Donc j'ai deux questions pour vous. Votre constat est très pessimiste globalement sur la question de la culture. Moi j'ai envie de voir les choses de manière pragmatique et positive. L'idée de l'artiste entrepreneur était très intéressante parce que parmi mes collègues artistes, il y a beaucoup d'initiatives, de micro-initiatives locales
mais il n'y a pas de cadre juridique ou légal ou économique pour accueillir ces initiatives. Donc ma première question était de savoir s'il y avait quelque chose qui était en construction. Et la deuxième question a vraiment attrait à la question de la démocratisation de la musique classique et de cet art qui passe par la formation. La formation, c'est le futur de l'émergence et de l'épanouissement de cette culture. Est-ce qu'il y a aussi des initiatives qui sont faites à cet égard pour l'amélioration et la démocratisation de la formation des artistes musiciens classiques? Le micro. Oui, je voudrais bien me faire comprendre. Je ne suis pas pessimiste. Je constate qu'au niveau européen, la culture n'a jamais été une priorité et qu'il y a un constat de carence à avoir sur ce qui a été fait dans les instances européennes par rapport à ça. Mais j'ai dit que j'étais très confiant dans la vitalité créatrice. Et moi, j'ai eu l'occasion cette année de m'occuper en Normandie de questions artistiques, en particulier sur l'impressionnisme, Normandie impressionniste. J'ai été sidéré de la vitalité incroyable partout, associations, collectivités locales, etc. etc. Donc, c'est pas ça qui me rend... je pense que le combat est devant nous. Sur la musique, c'est vrai qu'en France, on est beaucoup moins mélomane, ou en tout cas actif que les Allemands, par exemple. La musique en Allemagne fait partie, je dirais, de l'être, quoi. Ça fait... Il n'y a pas de... La pratique musicale fait partie de la formation d'un élève dès son plus jeune âge, partout. Les formations musicales, les conservatoires, etc. C'est pas le cas en France. C'est pour ça que l'éducation artistique est essentielle et qu'il faut commencer très tôt. Et que là, il y a un travail qui est entrepris, enfin, en tout cas, c'était dans les priorités initiales du gouvernement actuel, mais de faire un énorme effort sur ce plan-là. Tout ce qui se fait en matière d'initiative, et en particulier les micro-entreprises ou tout le travail qui se fait quand même un peu partout, est d'une richesse très très grande. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de festivals, le nombre de manifestations musicales et le nombre d'initiatives spontanées qui se font. Je pense qu'on peut les aider plus, mais pas forcément d'ailleurs au niveau national, mais à l'échelon départemental et régional. Et qu'il y a beaucoup à faire pour démocratiser. Il faut une vraie volonté qui est en cours, qui se fait un peu spontanément, mais qui doit être évidemment amplifiée. Ce n'est pas toujours le cas, mais je crois qu'il faut là s'appuyer beaucoup plus sur les échelons locaux et régionaux que sur les échelons nationaux. Y a-t-il d'autres questions des jeunes étudiants ou... Oui, jeunes étudiants. Il y a des jeunes étudiants. Là-haut, voilà. Si vous pouvez faire passer le micro, monsieur, merci beaucoup. Voilà, encore un petit effort, et voilà. Mais c'est vous. Et c'est vous le jeune étudiant. Mais oui, on vous regarde depuis tout à l'heure. Je donne volontiers la priorité à des... Non, mais allez-y. Okay. Bien. Alors, j'ai deux questions. Je suis comme beaucoup un grand admirateur d'Arte, mais je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'émules. Alors, est-ce que c'est généralisable? Émules, beaucoup d'autres chaînes. Est-ce que c'est généralisable à d'autres pays, à d'autres zones linguistiques? Et la deuxième question, liée au débat précédent, Arte utilise le doublage, utilise le voice-over, très peu le sous-titrage. Est-ce qu'il n'y a pas là une occasion perdue d'initier aussi les Allemands à la langue française et les Français à la langue allemande? Je vois la directrice d'Arte qui part sous son fauteuil. Paolo, je ne peux pas répondre à votre place, madame. Et Paolo Branco, je trouve ça inadmissible, cette histoire. Pas de mise en accusation de cette chaîne ça, qui fait si bien son travail. Je trouve inadmissible pour une chaîne sur un qui plan se global. prétend, si vous voulez, vraiment la seule chaîne. Heureusement qu'elle existe. J'ai déjà dit à Jérôme que je le remercie déjà tout le travail qu'il a fait pour que cette chaîne existe. C'est quand même un miracle. Mais qu'à ce niveau-là, qu'on ne laisse pas entendre les langues originales, qu'on ne laisse pas entendre, si tu veux, le son des langues originales, qu'on ne laisse pas entendre, si vous voulez, parce que tout, si vous voulez, si vous voulez, c'est aussi, si on parle de la musique, entendre aussi les autres langues, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel pour qu'on puisse, d'une certaine façon, toucher l'âme des autres. Et qu'Arte, un jour au lendemain, décide pratiquement de doubler tous
tous ces diffusions, je trouve que c'est dommage. C'est tout la seule chose qui change, je trouve que c'est dommage. Au moins, il devait donner, j'espère qu'il donne l'opportunité de le voir dans 2 fois, sous-titré au je crois que c'est doublement. Possible. Et donc, si c'est comme lui, mais qu'il soit en même temps qu'il y a possible. Paolo oui, Branco. mais d'une certaine façon, il y a une paresse du public, et vous le savez parfaitement. Donc, normalement, le public est plus passif qu'une autre chose. Et donc, j'aimerais quand même qu'il y ait eu tout un travail pour que les gens puissent continuer à voir les films sous-titrés. Je pense que c'est très important. Jérôme Clément, sur la première partie de la question, effectivement, concernant le rôle des médias européens, Arte, cette chaîne, pour la citer, a-t-elle fait des émules ou peut-elle en faire ? Mais c'est très intéressant de voir comment ça s'est passé. C'est absolument pas une initiative européenne, c'est une initiative franco-allemande. Et donc, il n'y a jamais eu, et pourtant je suis allé souvent à Bruxelles discuter avec les membres de la commission, d'intervention de la commission pour l'élargissement, par exemple. Ni d'ailleurs d'aide financière, ni de soutien politique. J'ai eu des déjeuners plus ou moins intéressants avec Barroso ou avec des gens de son entourage. Ça n'a jamais abouti, ou les commissaires à la culture, mais ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas une volonté politique, alors il y en a eu une du côté français, du côté allemand, du côté belge aussi d'ailleurs, parce qu'on a créé Arte Belgique en son temps, et c'était une vraie volonté. C'est plus facile quand on parle la même langue, ceci dit. Mais autrement, je pourrais vous raconter, mais je n'ai pas le temps, bien entendu, les différents voyages que j'ai faits à travers toute l'Europe pendant 20 ans, en Italie notamment, en Italie, en Espagne, en République tchèque, etc., etc. De temps en temps, ça marche. Ensuite, il y a un changement politique, ça ne marche plus. Parce qu'il faut bien comprendre que ce genre d'initiative, et là on en revient à un débat central, elle ne peut exister qu'avec des fonds publics. Ce n'est pas le marché et ce n'est pas les recettes commerciales qui vont permettre à ce type d'action d'exister. Quand on a créé Arte, tout le monde nous disait ça ne marchera pas, le marché n'en veut pas. Et effectivement, les analyses de marché, quand on demandait à des consommateurs « Est-ce que vous avez envie d'une chaîne culturelle franco-allemande ?» ils répondaient « Non ». Enfin, ils ne savaient pas ce que c'était d'ailleurs. Ils répondaient comme Nicolas Sarkozy, oui. Vous me voyez passer mes vacances en Allemagne. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, ça ne marchait pas. Et puis, parce qu'il faut bien comprendre que la culture, c'est une offre. C'est essentiellement une politique de l'offre, la politique culturelle. Si on propose un tableau totalement inconnu, quand on proposait les tableaux impressionnistes aux visiteurs des salons à la fin du 19e siècle, ils n'en voulaient pas. Bon, quand on a proposé Arte au départ aux téléspectateurs, ils n'en voulaient pas. Donc ça ne peut venir que d'une initiative et d'une volonté politique forte. Sinon, jamais le marché, la demande, elle ne s'intéresse pas à ce qu'elle ne connaît pas. Et c'est là où on a besoin d'une impulsion politique, notamment dans le domaine culturel, et d'une volonté politique pour l'Europe, qui permettent de faire avancer les choses dans une direction de ce que l'on souhaite. Et je terminerai, puisque j'ai la parole, je vais terminer sur 2 mots que je voudrais dire là-dessus. C'est qu'il faut s'interroger sur la finalité de l'Europe. L'Europe, elle a été créée au départ pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne voulait plus de guerre sur le continent. Et puis on s'est dit, on va peut-être en faire un instrument d'action économique. Et c'est là, on a parlé de la CECA, on a parlé, etc. Et puis, dans les années 90 notamment, on s'est dit, on va élargir. Alors on a créé EADS, et puis on a créé l'euro, on a fait une monnaie. Et puis depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. On a essayé de voir comment on pouvait faire avec les institutions. À 28, c'est très compliqué, ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, on peut se poser à la lumière de la crise économique, quelle est la finalité de l'Europe aujourd'hui ? C'est plus seulement la sécurité, c'est très important. La circulation des personnes, c'est très important. Mais c'est aussi, comme on l'a dit pendant ces 2 jours, de vivre autrement, de vivre différemment, d'avoir une autre échelle de valeur. Cette autre échelle de valeur, elle passe par le temps, par l'utilisation du temps, qui n'est pas forcément le même, notamment par la démocratie, qui est tout à fait essentielle, évidemment, mais aussi par la question de la création et du rapport à la création. Parce que là, il y a un épanouissement personnel et une vie collective qui trouve d'autres formes pour s'exprimer. Et moi, je pense qu'à l'occasion de tous ces débats, à l'occasion des élections européennes, à l'occasion de tout ce qu'on va faire, il faut absolument faire passer le message de la finalité de l'Europe. Finalement, ça a un sens, même l'imaginaire européen, parce qu'on a une volonté collective d'avoir un autre rapport à nous-mêmes, aux autres et au vivre ensemble. Si on ne fait pas passer cette idée, ça ne marchera pas. Parce que l'âme, c'est quand même essentiel pour arriver à avoir une vie digne de ce nom. J'ai eu participé autrefois à des colloques justement sur l'Europe a-t-elle une âme ?
Je ne sais pas si elle a une arme, mais en tout cas, nous, on en a une, chacun d'entre nous, et on a envie justement de la mettre en commun pour faire passer un certain nombre de valeurs qui ne soient pas seulement, encore une fois, les valeurs économiques et financières. Et ce message-là, qui passe notamment à travers les débats qu'on a sur la culture, il est fondamental pour les citoyens européens que nous sommes et que nous voulons être dans l'avenir. Donc c'est là-dessus qu'il faut se battre. On me fait des signes, on me dit là, terminé. Messieurs, madame, merci infiniment de vos contributions à ce débat qui se termine sur une note, si ce n'est lyrique, du moins extrêmement optimiste. Merci, grâce à vous, Jérôme Clément, entre autres. Merci à vous tous.